Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation en Gambie et également le Mali avec ses deux personnalités, anciens dirigeants du pays, Amadou Toumani Touré et Moussa Mara, dont les noms ont été largement évoqués ces derniers jours à l'Assemblée nationale du Mali. Deux personnalités avec des fortunes diverses. Si la première semble tirer d'affaire avec cet abandon de poursuite à son encontre, la deuxième, toutefois, doit attendre puisque l'Assemblée nationale recommande à ce que toute la lumière soit établie sur les événements consécutifs à sa visite les 17 et 21 mai 2014 à Kidal. On va également rester au Mali pour parler de cette polémique autour de ce communiqué conjoint entre le Mali et l'Union européenne sur la migration. Y a-t-il eu accord ou pas en exclusivité? Une réaction du ministre Abdoulaye Diop, c'était ce dimanche matin à l'occasion de la Journée internationale des migrants. On va également parler de cette milice de plus dans le centre du pays, cette milice Dogon. Voilà. Les questions qui seront abordées par nos invités, Adam Cham de Le Républicain, Alexis Calambri de Les Échos, Chana Takiou de 22 septembre et Baba Dakono, juriste chercheur. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est achevé ce week-end à Abuja a été largement consacré à la situation en Gambie. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest reste sur sa position initiale. Yaya Jammeh a perdu la présidentielle du 1er décembre dernier. Il doit céder le pouvoir à Adama Barrow. Baba Dakono, la CEDEAO a dégagé sa position, mais selon vous, quels sont les moyens dont elle dispose pour faire appliquer cela de façon concrète? De façon concrète, les moyens dont elle dispose d'abord, c'est la médiation. Comme vous le savez, depuis le début de cette crise à la suite de la double annonce de Yahya Jammeh, c'est que les observateurs sont divisés sur la question. Pour une partie, c'est parce que c'est la Gambie que cette question qui a été relayée par plusieurs médias d'une probable intervention militaire de la CEDEAO pour remettre le président élu selon la CEDEAO, Barrow, dans ses droits, est très mal perçu par certains observateurs sur le fait que c'est parce que c'est la Gambie, parce que ce qui s'y est passé, c'est passé dans d'autres pays, n'a peut-être pas mérité le même traitement. Donc ce qui pour le moment, la CEDEAO doit privilégier le dialogue parce que c'est quand même un État souverain. La supranationalité ne peut pas constituer, ne peut pas être substituée à cette question de souveraineté qui rejoint les matières électorales. D'ailleurs, de prime abord, sont des questions de souveraineté. Je pense que l'optique dans laquelle l'organisation se trouve aujourd'hui, parce que à écouter la dernière intervention du président Macky Sall, c'est que toute action de la CEDEAO, c'est que c'est ce président élu qu'ils reconnaissent. Donc l'éventualité même d'une attaque peut-être reposerait sur une demande expresse de ce président Barrow. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est important aujourd'hui, c'est de privilégier le dialogue et de voir les intérêts aujourd'hui de Yahya Jammeh. Parce que c'est pas pour rien, dans un premier temps, il s'est déclaré perdant et qu'il est revenu sur cette décision. Merci, M. Tangara. Tu me permets d'abord, en ce jour béni de Mauloud, une fête très importante pour les musulmans, de rendre un hommage appuyé à notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cela dit, M. Tangara, je pense que ce qui se passe en Gambie interpelle le continent africain. C'est un précédent très fâcheux. La CEDEAO s'est réunie et a demandé au président perdant de céder le pouvoir au président démocratiquement élu. Moi, je pense qu'il doit y avoir des mesures d'accompagnement qui n'ont pas été rendues publiques. Mais le président Alassane Ouattara disait ce matin que toutes les options sont sur la table. Toutes les options. Donc, il n'a pas énuméré les options. À notre niveau, nous pouvons avoir une idée des différentes options, c'est-à-dire une loi d'amnistie, par exemple, pour ne pas
poursuivre un de ces 4 jours le président perdant. Une intervention militaire, par exemple, là aussi, c'est une autre solution pour contraindre le perdant à remettre le pouvoir au président Barrow. Donc, toutes les options sont sur la table. Je pense que pour l'instant, on doit davantage privilégier le dialogue, convaincre davantage Yahya Jammeh, rassurer Yahya Jammeh. Il faut le rassurer. D'accord. Il faut le rassurer. Ok. Est-ce que vous voyez? Pour vraiment trouver un apaisement où toutes les parties auront leur compte. D'accord. Alexis Kalandi. Oui, je pense que la CEDEAO, pour une fois, a pris un gros risque. Ils ont dit, à l'issue de la rencontre d'Abuja, ils ont dit on va investir le nouveau président le 19 janvier. Il y a beaucoup de non-dits. C'est sûr qu'ils ont développé un plan B, parce que si vous écoutez le président ivoirien, il a dit nous avons des stratégies qu'on ne mettrait pas sur la place publique. Donc je pense oui que au-delà de cette négociation entamée, il doit y avoir un plan B, parce que c'est leur crédit qu'ils jouent maintenant en disant on va investir le nouveau président le 19 janvier. Ils ferment toute voie à un recul, à un report ou à autre chose. D'accord. Aram Thiam, sur la question. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que Adama Barrow, ça veut dire que quelle que soit la décision la décision rendue par la Cour constitutionnelle, la CEDEAO ne reconnaît que Adama Barrow, c'est une position très forte. Et c'est ce qui nous inquiétait un peu, que la Cour constitutionnelle nous vienne dire attention, il faut reprendre cette élection, ou bien Yahya Jammeh a gagné, l'autre a perdu, etc. Maintenant, la CEDEAO nous dit, quels que soient les résultats déclarés par la Cour constitutionnelle, c'est Adama Barrow que nous reconnaîtrons comme chef d'État. Bon, je pense que en fait, la réaction de la CEDEAO n'est pas une réaction rapide. Cette crise date l'élection a eu lieu le 1er décembre. Le 7 déjà, il y avait un problème, il y avait un contentieux. C'est vrai qu'il y a 4 chefs d'État qui sont partis à Banjul de la CEDEAO avec à leur tête la présidente en exercice de la CEDEAO pour essayer de débloquer la situation. Mais il a fallu, après 2 semaines, pour que les chefs d'État se réunissent à Abuja, alors que la question gambienne est une question extrêmement sérieuse. C'est la première fois qu'un président élu qui reconnaît sa défaite, qui félicite son adversaire, vient nous dire maintenant, ah tiens, non, il n'a pas été élu, je conteste les résultats. Et l'autre chose, quand les chefs d'État disent que nous serons tous le 19 janvier à Banjul pour assister à l'investiture d'Adama Barrow, ça veut dire qu'il y a jamais à plier. Parce que s'il y a jamais n'a pas plié, je ne crois pas qu'ils iraient. Or, il y a aussi des chefs d'État qui sont avec Yahya Jammeh. Ça pourrait être une menace aussi. Hein. Oui, mais les menaces ne... Pas parce qu'il a payé, oui, ce sont des menaces. Non, les menaces, je ne sais pas. C'est que les bombardiers disent du baga-baga. Ouais, je ne sais pas si les menaces marchent sur Yahya Jammeh, ça m'étonnerait. Ce qui peut marcher sur Yahya Jammeh, et même là, c'est peut-être une intervention, mais d'abord, quelle armée? Parce que nous n'avons pas de Tchad dans la sous-région. Le Nigeria est une puissance, un colosse au pied d'argile. L'armée sénégalaise est évidemment bien entraînée. C'est le seul pays qui a même un intérêt immédiat à ce que la situation se résolve très rapidement en Gambie, militairement ou pacifiquement. D'accord, on me fait signe qu'on a Serge Daniel en ligne, Serge Daniel qui est à Abuja, qui a couvert ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Serge Daniel, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'issue de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement? Alors, il y avait ici à Abuja 11 chefs d'État, dont le Malien notamment. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même des pressions sur Yahya Jammeh. C'est-à-dire que pour la CEDEAO, le président élu s'appelle Amadou Barrow. C'est Amadou Barrow qui est élu, il faut l'installer. Maintenant, comment faut-il l'installer? Est-ce que c'est par la force? Est-ce que c'est par la négociation? Est-ce
ce n'est pas encore totalement clair, mais le sentiment qu'on a, c'est que Yahya Jammeh aura du mal, il était déjà isolé diplomatiquement, il sera davantage isolé, et il est question, ça c'est la surprise du sommet, les chefs d'État souhaitent par exemple que les présidents de la CEDEAO se rendent par exemple le 19 janvier à Abuja pour assister à la cérémonie de prestation du nouveau président Amadou Barrow. Donc c'est une espèce de bras de fer qui s'annonce, mais de l'autre côté, la CEDEAO a souhaité une chose, c'est de donner des garanties par exemple à Yahya Jammeh pour qu'il parte en lui disant par exemple nous allons assurer ta sécurité et donc voilà, donc c'est l'impression que j'ai eue ici en discutant avec les différentes délégations, c'est que pour une fois la CEDEAO veut marquer le coup, il n'est pas question d'accepter le fait, mais de l'autre côté on ne veut pas déclencher de manière brutale une action militaire avec plusieurs inconnus. Voilà, Sir Daniel, vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Mais chers Nataki, on le disait tout de suite, on assiste à des positions inconciliables de part et d'autre. La semaine dernière, on l'a vu, Yahya Jammeh avait juré sur le Coran que la terre de Gambie sera le cimetière des impérialistes et des néocolonialistes. Et on voit les chefs de la CEDEAO dire que le 19 janvier, ils seront tous à Banjul pour assister à l'investiture de Adama Barrow. Deux positions inconciliables, c'est un bras de fer. Est-ce que le clash, on pourrait éviter le clash? Bon, le réalisme politique voudrait qu'on évite le clash. De deux côtés, du côté de la CEDEAO, aussi bien que du côté Yahya Jammeh. Ni la CEDEAO, ni Yahya Jammeh. Non, parce que Jammeh, il a déjà parlé, il a promis. Oui, Jammeh parle. Jammeh, il joue beaucoup de cinéma. Il joue beaucoup de cinéma. Vous avez dit qu'il a prêté sur le Coran. C'est un féticheur, il croit beaucoup au monde mythique. Tout ça là, peut-être que c'est le monde mythique là même qui lui a demandé de ne pas reconnaître peut-être les résultats. Peut-être, j'ai dit. Mais il dit que la sous-région n'a pas besoin de ce bras de fer. La Gambie n'a pas besoin de ce bras de fer. Yahya non plus. Ce qu'il faudrait encore privilégier, c'est une solution diplomatique. Il faut encore négocier pour le rassurer afin que le choix du peuple gambien soit respecté. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller précipitamment à un bras de fer. Il faut continuer les négociations. Adam, va-t-on vers le clash? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que Yahya Jammeh a compliqué le problème gambien. Il était beaucoup plus simple pour lui de continuer à reconnaître sa défaite et de passer pacifiquement le pouvoir. Maintenant, la crispation est telle que, oui, on peut s'inquiéter, mais personne ne peut vraiment dire jusqu'où jusqu'où ira la médiation. Et cette médiation est importante de la CEDEAO, mais elle est encore très importante de l'Union africaine et elle est importante surtout du Bureau des Nations Unies à Dakar, parce que nous avons, moi en tout cas après avoir écouté le représentant de ce bureau une ou deux fois, je me demande s'il ne doit pas davantage clarifier sa position. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans le communiqué final de Abuja, les chefs d'État ont demandé que l'Union africaine et les Nations unies s'alignent sur leur position. Ok, Alex. Oui, de mon point de vue, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, Yahya Jammeh va s'en sortir peut-être même avec les honneurs, en ce sens que, oui, en reconnaissant sa défaite, tout de suite, on a vu pleuvoir les revendications, les griefs et les ressentiments contre lui et même les menaces de le traîner devant les juridictions. Mais maintenant, de cette façon, il va certainement obtenir une loi d'amnistie. Vous avez vu que pratiquement tous les chefs d'État présents à Abuja lui ont ouvert, disons, lui ont promis l'asile, le gîte, le couvert s'il acceptait de s'exiler. Donc, je pense que oui, il va demander le plafond, demander le plus fort, et certainement on va lui accorder tout pour qu'il s'en aille sans casse. Oui, Baba, ça peut être une stratégie aussi, monter les enchères pour finalement avoir ce qu'il espère, Yahya Jammeh. Oui, connaissant le président Jammeh, je pense que ce n'est pas exclu, ça colle tout à fait au personnage qu'il a montré au monde ces dernières années. Mais je voudrais quand même un peu revenir sur cette question d'intervention potentielle ou probable de la CEDEAO au cas où toutes les options auraient
il y aurait eu échec dans toutes les options. C'est que la question, en fait, c'est trois questions en tant qu'analyste et en tant que juriste qui paraissent tout à l'heure. C'est que aujourd'hui, sur quelle légitimité, sur quelle base légale va reposer une intervention de la CEDEAO? J'explique, d'un point de vue du droit interne de la Gambie, c'est que les élections ont été organisées sur une base légale et jusque-là, la procédure ou le processus suivi par Yahya Jammeh est tout à fait, dans la légalité. Donc, qu'est-ce qui va justifier aujourd'hui cette intervention de la CEDEAO? Je pense que c'est un débat important. On a eu à faire beaucoup de discours, beaucoup de débats sur la question en 2013 au Mali quand il était question d'intervention étrangère. Je pense que c'est l'occasion également de ramener ce débat et d'y inclure également le débat, je crois qu'on ne cesserait d'y revenir, de la gestion des élections en Afrique. Aram-Cham, la question que Baba soulève, elle est très intéressante, mais avec cette question, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé en 1981, où le Sénégal est intervenu pour déjouer ce coup d'État contre Daouda Kairaba Jawara. Aujourd'hui, on peut également parler de coup d'État de Yahya Jammeh, puisque Barrow quand même est élu président et Yahya Jammeh tente de confisquer le pouvoir. Une intervention, il y a déjà une première intervention pour déjouer un coup d'État. En 2016 également, on pourrait intervenir pour déjouer cet autre coup d'État. Alors, je ne sais pas si le parallèle peut être fait avec un coup d'État, parce que les textes de l'organisation continentale, comme de toutes les organisations sous-régionales, refusent la rupture inconstitutionnelle du pouvoir. Maintenant, ce qui ne veut pas dire que ce doit être les Sénégalais qui doivent intervenir, mais j'imagine qu'en 1981, la situation, elle était beaucoup moins surveillée qu'en 2016. Nous sommes quand même en train de devenir un monde de plus en plus multilatéral qui accepte la dictature du droit. Je suis d'accord avec Dakono pour dire que c'est extrêmement difficile de trouver une base légale à l'intervention militaire en Gambie, parce que le protocole additif de paix et sécurité de l'Union africaine n'est pas encore en vigueur. S'il était en vigueur, ça aurait permis effectivement de justifier une action internationale. Mais l'autre chose, c'est quand même que le président a reconnu dans un premier temps sa défaite, il s'est dédié et la CEDEAO a dit nous ne reconnaissons que le président Barrow. Je ne sais pas si elle a le droit de le faire, mais le fait qu'elle l'a fait, est-ce que ça ne donne pas une base légale à l'intervention de la CEDEAO? Ensuite, Baba. Oui, moi, je voudrais dire, comme Baba et Adam semblent dire qu'il est difficile d'avoir une base légale pour intervenir, alors pourquoi ne pas susciter une intervention à l'interne, étant donné que le chef d'état-major général des armées reconnaît le nouveau président comme étant le président démocratiquement élu. Je pense que la situation pourrait se compliquer, même si le président Konaré disait qu'il n'y a pas de bon ou mauvais coup d'État, pour tout coup d'État, mais à l'interne, on pourrait intervenir pour régler seulement cette situation, remettre le pouvoir au président élu. En l'occurrence, le coup d'État, c'est Jammeh qui l'a fait, en l'occurrence. Non, je pense que, ce que Chana a dit, l'option qui est le plus envisageable à la réflexion, c'est ça. Mais même là, ça pose des sous-questions. C'est l'option de la CEDEAO va intervenir à la demande du président Barrow. Parce que si on voit la succession des messages, c'est que c'est le président Barrow qui est démocratiquement élu suivant la CEDEAO, et elle pourra intervenir sur la base de l'appel du président Barrow. Je pense que c'est a demandé à Hollande d'intervenir. Voilà, mais je pense que nous devrons quand même trouver des bases plus solides pour ces genres d'actions et éviter ces morts inutiles. Un dernier mot là-dessus avec Alexis. On est à un niveau où la solution, il faut trouver une solution peut-être politique, après, comme on l'a fait au Mali, trouver l'enrobage juridique pour pouvoir couvrir. Je pense que c'est la meilleure solution. Ça aurait été intéressant de demander à Serge, est-ce qu'au-delà de ce qui a été dit, il n'y a pas de plans secrets qui ont été développés? D'accord. On me dit qu'il a un peu décroché, mais on va revenir sur lui. Deuxième thème de l'émission, le Mali. Amadou Toumani Touré souffle, Moussa Mara souffre. Oui, Amadou Toumani Touré, Moussa Mara, deux noms qui ont été largement abordés ces derniers temps à l'Assemblée nationale du Mali. Deux personnalités avec des fortunes diverses.
La première, on le disait, voit l'abandon de poursuites à son encontre. L'Assemblée nationale recommande toutefois, par rapport à Moussa Amara, que toute la lumière soit faite sur les événements des 17 et 21 mai 2014. On va parler de Moussa Amara, mais on va se focaliser sur le cas Amadou Toumani Touré avec un extrait de cette adresse du président de la commission ad hoc, l'honorable Beridogo. Fait infractionnel ci-dessus cité ou toute autre infraction assimilable au crime de haute trahison, prenant en compte les conclusions du rapport de la commission ad hoc de mise en accusation qui précise que, à cette phase des investigations qui exige de la commission ad hoc l'exactitude des preuves de la responsabilité de l'intéressé dans la commission des infractions, il a été difficile, voire impossible, de réunir les éléments d'appréciation sur l'ancien président de la République pour ce qui est des graves accusations portées contre lui. Après en avoir délibéré, décide de ne pas donner suite favorable à la demande de mise en accusation de l'ancien président de la République, M. Amadou Toumani Touré. Voilà, Alexis Kalambri, abandon de poursuite à l'encontre de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Ça vous inspire quoi, hein? En premier commentaire déjà. Je pense que la politique a joué en ce sens qu'il y a des faits réels, et il y a des faisceaux de présomption. Peut-être comme on l'a vu avec Aya, les enquêtes n'ont pas été menées comme cela se devait. À la limite, on devait se donner le temps de mieux travailler. On est dans une optique où on a décidé de faire la vérité sur tout ce qui s'est passé au Mali. Donc, en voulant passer ça par perte au profit, on met plus en exergue l'aspect politique, c'est dommage. Oui, Chana Takiou, Amadou Toumani Touré, définitivement tiré d'affaire. Ce n'est pas étonnant. On s'y attendait. Parce que d'abord, les partisans d'ATT s'étaient organisés, mobilisés, marchés, organisés des meetings pour demander son retour au pays. Pour eux, ATT n'a rien fait. À la suite de cela, l'opposition a pris le dossier en main, a multiplié les déclarations, a soutenu ATT. Pour l'opposition aussi, ATT ne devrait pas être poursuivi. Enfin, le président Ibeka également s'est engouffré dans la brèche pour dire que bientôt, on le verra avec ATT. Donc, c'est le résultat de tout ça. C'est le résultat de tout ça. C'est hautement politique. Ce sont des raisons politiques qui ont poussé le gouvernement à tenter une mise en examen, une mise en accusation d'ATT. Et ce sont les mêmes raisons politiques qui ont conduit aujourd'hui à ce vote-là de l'Assemblée nationale qui dit que ATT n'a rien fait, ATT est blanc comme... Comment l'expression? Neige. ATT est blanc comme neige. Maintenant, c'est vrai, si ATT est blanc comme neige, que l'Assemblée nationale ou le gouvernement nous trouve les responsables du malheur que le Mali a connu. Les replis tactiques, les replis tactiques et autres stratégies militaires qui n'ont pas marché. Les militaires qui ont fui le front de bataille, le matériel militaire qui ont été abandonnés sur le terrain, récupérés aujourd'hui dans toutes les zones de conflit que nous connaissons, jusqu'en Syrie. Alexis, c'est quelque chose. Donc, qu'on nous cherche les responsables si ATT n'est pas responsable. D'accord. Ok. Adam Cham, ensuite Baba Dakonou. Au plan personnel, que les charges soient abandonnées contre ATT me paraît une très très bonne chose. Je pense que notre démocratie ne sera solide que si nous savons aussi respecter ceux qui ont servi l'État au plus haut niveau. Je me réjouis que bientôt l'exil soit fini, je me réjouis qu'il puisse être parmi nous, je me réjouis qu'il puisse être à Mopti. Ceci dit, à Bamako, ceci dit, on n'avait pas besoin de tout ça. Ce qui se passe simplement, c'est en vérité le procès de la précipitation que l'Assemblée nationale vient de faire. Et sur cette affaire et sur d'autres. Et ça continuera. Enfin, c'était tellement plus simple
C'était tellement plus simple de s'arrêter, réfléchir pour dire attention, est-ce que nous allons poursuivre le président? Pourquoi nous allons le poursuivre? Parce que si on reste dans la logique de Chahana, eh bien dis donc, et on continue à abandonner le matériel militaire, on continue à faire le repli tactique. Est-ce que pour chaque repli tactique de l'armée, une tête de président doit être tranchée? C'est un peu ça la question. Enfin, l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas dissocier l'abandon des charges contre ATT de presque une pré-accusation de Moussa Mara. Parce que, en vérité, tout ça s'inscrit dans un temps politique. Les lignes bougent, on va vers 2018. ATT, au terme de la Constitution, ne peut pas être candidat. Moussa Mara, lui, peut l'être. D'accord. On va parler du cas Moussa Mara, mais déjà sur Amadou Toumani Touré, Baba Dakono. Je pense que Adam vient de toucher le 20 mots de cette affaire, précipitation. Je pense que on peut pas occulter déjà le politique de ce procès, quoi qu'on dise. L'ancien président ATT était non politique, il a dirigé. Il y a toujours une dimension politique qui va émerger dans ce type de procès. Pourquoi précipitation? Je pense que c'est une solution de facilité aujourd'hui de dire le politique a prévalu, on a abandonné tout ça. Je pense que le gouvernement du Mali aurait eu mention, peut bien faire par rapport à ce dossier. Mis en place en septembre et mis en accusation en décembre, 3 mois pour mettre ce dossier. Je pense que ce n'est pas seulement le fait politique. Et déjà clarifier le fait que c'est une demande de mise en accusation. Ce n'était pas le procès lui-même. ATT n'a pas été blanchi. Seulement l'Assemblée nationale dit que vous nous avez demandé d'accuser le président sur un certain nombre de faits en lien avec la définition de haute trahison, mais les faits ne nous permettent pas de dire qu'on va retenir les charges. C'est comme un procès où on doit d'abord déterminer s'il faut retenir les charges pour aller au procès avant de faire le procès lui-même. Donc, ça veut dire que déjà, on a à peu près tous lu la demande de mise en accusation, c'est que ça paraissait quelque peu farfelu le lien qu'on faisait entre le crime de haute trahison et les faits qui sont relatés. Chahana vient de le rappeler tout de suite, abandon de matériel sur le combat. En fait, donc je peux dire que le gouvernement n'a pas certainement pris le temps qu'il faut pour mettre en place un dossier qui puisse permettre à l'Assemblée, notamment à la commission ad hoc, de clarifier ce lien entre les faits qui lui sont rapprochés, les preuves fournies et la qualification de crime de haute trahison. Chahana, je vais vous donner la parole, mais cette question à Alexis. Alexis, est-ce qu'on ne peut pas aussi apprécier la chose à l'envers, sous le signe de la vitalité un peu des institutions du Mali, puisque c'est l'exécutif qui a déclenché tout ça. L'exécutif déclenche quelque chose, le législatif s'en saisit, et à un moment, on avait tous jubilé pour dire que la Haute Cour de justice, si on a des institutions, il faut les sonder, voir jusqu'où elles peuvent aller. L'Assemblée nationale décide de l'abandon des poursuites. Est-ce que, quelque part, on ne peut pas dire que les institutions au Mali, la séparation des pouvoirs... Non, ce n'est pas un bon exemple. On ne peut pas le dire dans ce cas précis, sauf peut-être si, disons, le législatif revient pour mieux se pourvoir, parce qu'à la limite, ça veut dire que ça peut poser si, mais si on arrête tout ici en plan, franchement, ça ne peut être que politique. Mais bon, on déploie et ATT n'est pas frappé d'ostracisme. Personne ne lui interdit de venir au Mali. On ne peut pas lui dérouler un tapis rouge non plus. D'accord, Serge qui piaffe d'impatience. Lui dit ça parce qu'il a déjà fait la prison. D'accord. Serge Daniel qui piaffe d'impatience pour réagir par rapport à ce thème. Serge, l'abandon de poursuite contre Amadou Toumani Touré, Serge Daniel. Alors, ce qui est très important, c'est que le rapport de la commission, le rapport qui a été publié date de 2015. Donc, en fait, depuis 2015, on savait que le dossier, permettait l'expression, était vide. Mais le temps n'était pas arrivé peut-être pour vider ce dossier. Mon sentiment, c'est qu'il y a 104 députés qui ont voté pour, mais faites attention, vous savez que les membres de la Haute Cour ne participent pas au vote. S'ils participaient au vote, vous allez voir que c'était un plébiscite total. Alors c'est une décision juridique, mais également, je pense, politique, parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait à travers tous les partis politiques, tous les groupes politiques, un élément, je dirais, même de réconciliation nationale, et que finalement, de plus en plus, je pense que c'est un ministre ou un ancien ministre qui a pris cette malheureuse initiative de dire nous allons poursuivre ATT alors que le dossier était vide. On sait aujourd'hui une chose, c'est que vous avez plusieurs personnalités, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, qui ont été appelés
pense que le droit a été dit, mais ça a été aussi une décision politique, mais ça a été aussi une décision, je dirais, dans le cadre de la réconciliation nationale. Et vous avez vu, depuis ATT n'a pas parlé, c'est aussi à son honneur parce qu'il aurait pu se bomber la poitrine pour dire j'ai gagné. Tous ceux qui ont voulu le faire parler ne sont pas arrivés à le faire parler, il s'est tu, et ça aussi c'est une grandeur de l'homme. Oui, Serge n'est pas là, mais sur beaucoup de points, je ne suis pas d'accord avec lui. Le dossier n'est pas vide. C'est du béton que Bathily a préparé. La politique a prévalu. Donc Serge est en train d'être jugé par contumace. Oui, par contumace, oui. Non, j'ai dit, soyons humbles, modestes. Soyons humbles, modestes. Le dossier n'est pas vide. Le dossier est lourd. Le politique a pris le dessus. Dire que le droit a été dit. Quel droit? Il ne s'agit pas du droit, Serge. Ce n'est pas ça. Non, mais dans le rapport, la conclusion, il est dit qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Il est dit, mais c'est pas ça. Non, écoutez, c'est bien consigné. C'est une institution politique qui a pris des mesures politiques. Si l'Assemblée voudrait prendre une décision contraire, il aurait trouvé des arguments pour dire qu'il y a bel et bien des éléments constitutifs de haute trahison. Mais c'est parce que Ibeka, le président de la République, s'est personnellement engagé pour que ATT soit à Bamako, pour que ATT ne soit pas poursuivi. Comment la majorité parlementaire peut aller en déphasage avec le président? Donc Koulouba peut faire marcher Bagdadi? Absolument. Nous sommes dans une démocratie. La majorité parlementaire est toujours derrière son leadership, derrière son président. Ibeka l'a voulu ainsi, l'Assemblée l'a accompagné dans cette direction. Un point à la ligne. Adam Cham, avant de fermer un peu ce point. Je crois que je rejoins Chana sur un point. C'est-à-dire que la rapidité, la profondeur avec laquelle nous sommes tombés en mars 2012 mérite une introspection. Et mérite qu'on s'arrête et qu'on voit les raisons profondes, les racines de la crise. Et d'ailleurs, pendant toute la décennie de ATT, les avertissements n'ont pas manqué par rapport à la manière dont le Nord est géré. Mais cela ne veut pas dire, l'audit, l'introspection ne veut pas dire au procès à la hussarde sur une requête qui est sortie d'on ne sait où, parce qu'on ne trouve presque personne pour dire la requête est moi. À la limite, on a l'impression que l'Assemblée nationale s'est autosaisie, or ce n'est pas le cas. Donc, oui, il ne pouvait y avoir qu'une issue politique à cette affaire. Moi, je m'en réjouis. D'accord. Comment est-ce que le retour de Amadou Toumani Touré doit être organisé? C'est peut-être la sous-question qu'on va poser aux invités. Mais déjà, rappel historique, nous allons écouter ici Amadou Toumani Touré. C'était un 8 avril 2012 lorsqu'il remettait sa démission à la CEDEAO et on se retrouve juste après sur le plateau. Aujourd'hui, dans le cadre de la recherche d'une solution, je pense que la décision qui a été prise par la CEDEAO et la communauté internationale est la meilleure. Il faut que le Mali reste dans les dispositions de sa constitution de février 1992. À cet effet, je pense que c'est tout à fait normal. Et je le fais sans pression. Du tout. Et je le fais de bonne foi. Et je le fais surtout pour l'amour que j'ai pour ce pays. J'ai décidé de vous remettre ma lettre de démission que vous allez remettre aux autorités compétentes pour permettre l'exercice plein et entier de la disposition de notre article 36. L'article 36, c'était quelques jours après le putsch de mars 2012. Baba Kono, on l'a vu, ATT remet sa lettre de démission à la CEDEAO. Maintenant, aujourd'hui, qu'il n'y a plus de poursuite à son encontre, comment est-ce que le retour doit être opéré? Est-ce que c'est le gouvernement malien qui doit en informer la CEDEAO ou bien est-ce que c'est l'institution sous-régionale qui doit s'auto-saisir? Comment est-ce que ce retour doit être organisé? Bon, je pense qu'il appartiendra à ces différents acteurs de faire une consultation à la matière. Pour le faire tout à l'heure, Alexis disait que ATT n'est pas empêché de revenir dans le pays. Je crois qu'il faut quand même rappeler, c'est à juste titre, vous venez de montrer la vidéo tout à l'heure, ATT n'est pas parti comme ça. Il n'a pas été, c'est pas un simple citoyen de ce pays. Il est parti dans certaines conditions, après certaines négociations. Donc il convient également que si retour il y a, que ces conditions
soient réunis également et qu'ils puissent revenir. On ne va pas jusqu'à demander le tapis rouge pour son retour. Tout le monde va parler. Oui, Alexis Calandé. Oui, non, je pense qu'il faut éviter d'en faire un événement. C'est-à-dire, on a nos ressentiments en ce sens que pendant presque 5 ans, on n'avait que des enlèvements, que des attaques, que des représailles et tout. On était toujours cité, on était le ventre mou de la résistance contre tout ça. Finalement, ça nous est retombé dessus. Je peux à la limite accepter que dans le cadre d'une réconciliation que je ne comprends pas, que on passe tout ça par perte de profit, mais à la limite qu'on en fasse un héros en plus, c'est difficile à faire passer. Je pense, oui, qu'il revienne, mais ce n'est pas un événement, ce n'est pas ce qui va régler nos problèmes actuels. Adam Cham. Moi, je ne crois pas qu'on puisse faire porter le chapeau de notre chute à une seule personne. Il y a un problème systémique. Ce problème systémique existe avec ATT, il a peut-être existé avant lui, il existe encore. Donc, franchement, sauf à promener sa tête, simplement parce qu'il faut que quelqu'un paye, moi je ne vois pas pourquoi il faut le juger. Et en plus, je n'ai rien contre le fait de le juger, mais quand on fait une requête, il faut que ce soit une requête sérieuse. Il ne faut pas que 3 ans après, cette requête soit abandonnée comme elle a été. Maintenant, pour en venir à la question, le mode opératoire, il ne faut pas croire que le fil du dialogue est rompu, par exemple, entre le président et ATT. Quand il a perdu sa tante à Mopti, je sais aujourd'hui que le président Ibeka lui a proposé d'envoyer son avion pour qu'il vienne aux funérailles. Et je crois qu'il y a des émissaires entre eux s'ils ne se voient pas. Donc le fil n'est pas rompu et ce serait effectivement à la CEDEAO, plus une délégation malienne, d'aller remercier Macky Sall pour l'hospitalité qu'il a donnée, d'informer la CEDEAO sur la décision de rapatriement du président. Chez Chahana, ensuite, Serge, on va vous demander, Serge, si à Abuja, dans les coulisses, les chefs d'État de la CEDEAO en ont un peu parlé, mais déjà, Chahana Takiou, votre réaction? Moi, je sais quelque chose quand même à Tété, il faut lui reconnaître ça, c'est un homme humble. Il est modeste. Maintenant, cette victoire, entre guillemets, il ne faudrait pas en faire une récupération politique ou politicienne. Ni les partisans d'ATT, ni l'opposition, encore moins Ibeka, de mon point de vue, ne devraient récupérer le retour d'ATT. Tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde sait comment nous sommes parvenus à cette décision-là. ATT, un homme modeste, humble, décidera, un homme en conscience, un jour de prendre son avion, de regagner son pays. D'accord. Point à la ligne. Ok. Sir Daniel, une dernière réaction sur cette question du retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Alors ici à Abuja, par exemple, j'ai discuté avec un chef de délégation qui m'expliquait, qui m'a dit, mais vraiment le Mali vient de montrer encore une fois que vraiment c'est un pays qui veut réconcilier tous ses enfants. Mais ATT est parti avec à la demande de la CEDEAO, donc forcément, il faut penser à fin janvier, son retour peut être éventuellement en fin janvier, début février, parce que je crois que c'est Ibeka qui va prendre l'initiative, il va falloir le recevoir, lui trouver une maison, s'entendre avec ses pairs de la CEDEAO, et de dire, bon, voilà, c'est le retour au pays de l'enfant du pays qui va repartir probablement sur cette terre de Mopti, revenir à Bamako, et probablement, entre-temps, dans une première partie, repartir à l'extérieur. Voilà, Serge Daniel, merci. On va revenir à l'Assemblée nationale. Le dossier Amadou Toumani Touré n'était pas le seul sur la table. Il y avait aussi cette question relative à la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara les 17 et 21 mai 2014 à Kidal. Là-dessus également, nous écoutons le rapporteur de cette commission. L'Assemblée nationale a pris la résolution ci-après. 1. L'ouverture d'une enquête judiciaire pour situer les responsabilités relatives à l'assassinat d'agents civils et militaires, la rupture et l'éviction de l'État de Kidal. 2. Faire le bilan exact des pertes en vie humaine, des personnes disparues et du matériel détruit ou enlevé,
Bilan jusqu'à présent inconnu et non communiqué par une source officielle. 3. Inviter le gouvernement à une stricte application de la loi d'orientation et de programmation militaire LOPM. Chana Taki, on a l'impression qu'il y a une nuance. Souvent, quand on voit certains titres, on a l'impression que Moussa Mara est poursuivi tout de suite. Or, quand on écoute le rapporteur, pour l'instant, il n'en est rien. Oui, en réalité, la presse a été manipulée. Et la presse a été manipulée par Facebook. Parce que c'est sur Facebook qu'on a, en premier lieu, donné des noms. Sinon, dans le PV de l'Assemblée nationale que certains appellent rapport, nulle part on ne parle de Moussa Mara, de Soumaïlou Bouboué Mega ou du général Mohamed Touré. Il y a eu un PV qu'on a lu à l'Assemblée nationale. C'est la juxtaposition de l'audition des personnalités civiles et militaires. Donc l'Assemblée nationale n'a pas pris position. L'Assemblée a demandé que le gouvernement travaille à clarifier la situation. Donc il n'a pas été demandé une poursuite ni contre Moussa Mara, ni contre Bouboué, ni contre le général Mohamed Touré ou d'autres personnalités. Mais certains députés voulaient, bien sûr, qu'on désigne nommément des gens. L'Assemblée a refusé cette méthode et l'Assemblée a demandé au gouvernement de situer les responsabilités. Point la ligne. Ok, Baba Dakono, peut-être Adam Cham parlait de calendrier. On est à 1 an, peut-être et demi de la présidentielle. Moussa Mara, c'est un homme politique. Il est de la majorité. On sait que lui et la majorité, c'était pas le grand amour. Il y a ce risque-là aussi de politiser la chose. Non, même avant 2018, je crois que l'ambition déjà affichée de Moussa Mara d'avoir la mairie du district de Bamako est un enjeu très très important. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'intéressé lui-même, même s'il n'est pas nommément désigné, le fait que l'Assemblée nationale demande que l'on fasse toute la lumière sur l'affaire, c'est intéressant. Et que l'intéressé lui-même soit disposé à répondre il était disposé à répondre à l'Assemblée nationale, il l'est toujours dans le cadre d'une éventuelle poursuite judiciaire. Donc je pense que pour même la mémoire des victimes, il serait très important de faire toute la lumière sur cette visite qui a abouti à ce que l'on connaît déjà. Alexis Kalambri, c'est vrai, il ne faut pas aller vers la manipulation, la politisation, mais on ne peut pas passer par perte et profit l'assassinat des préfets, des administrateurs civils. Oui, bien sûr. En tout état de cause, d'abord et en premier, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Et le fait de savoir, c'est d'ouvrir une information, de faire en sorte que ce qui s'est passé soit connu, les responsabilités situées. Maintenant, après ça, on peut savoir si ça mérite qu'il y ait des sanctions. Mais en tout état de cause, oui, et on n'en est pas là encore. Mais c'est important qu'il y ait cette redevabilité. On en a parlé tout le temps. Ceux qui ont géré doivent se justifier sur leur gestion. Adam, un dernier mot, sinon on va sur le prochain thème. Oui, non, mais oui, je n'ai pas parlé sur Mara. Donc, moi je sais. Alors, Chana me dit qu'il n'est pas poursuivi. Mais ce que je retiens, c'est qu'il n'est pas disculpé. Okay? Il n'est pas disculpé et on demande que la lumière soit faite et que les investigations soient approfondies. Mais là, on parle d'une affaire quand même qui date de 2014. Il y a une commission qui a été constituée. On ne peut pas croire qu'en décembre 2016, on en est encore là. C'est-à-dire que la recommandation soit qu'il faut plus d'informations sur cette affaire. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on fait le procès de quoi? On fait le procès du 17 mai ou on fait le procès du 21 mai? Le procès du 17 mai, c'est un Premier ministre malien qui est allé en territoire malien. Il peut s'être entêté, mais il est quand même difficile de penser que le Premier ministre peut aller comme ça simplement de lui-même. Et concernant le procès du 21 mai, concernant le 21 mai, c'est encore plus triste, encore plus scandaleux, parce que ça veut dire, si c'est Moussa Mara qui est coupable, ça veut dire que le Premier ministre du Mali a le pouvoir de déclarer la guerre. Et ça, ce n'est pas dans notre constitution. Ok, voilà, surtout qu'après le 17 mai, le retour à Bamako, c'était un accueil triomphal depuis l'aéroport de Bamako. Pour le Mali. C'est nous, on me fait signe qu'on a 15 minutes supplémentaires. Il est évident. Ouais. Il est évident.
il est évident que tout ça c'est le résultat de l'autisme. Il n'y avait aucune raison d'y aller. On a vu un Premier ministre qui avait été averti des risques sur Kidal et qui est retourné. On n'approuve pas le fait qu'il soit allé. Mais Kidal reste quand même en territoire malien et à l'époque, on n'avait même pas l'accord actuel, et l'accord qui gérait cela autorisait effectivement l'État malien à aller à Kidal. Ça n'est pas parce que Moussa Mara a été entêté que des gens peuvent tirer sur une dizaine de cadres maliens. Ok, Chana, vous allez réagir juste après Serge Daniel, qu'on va libérer. Serge Daniel, votre réaction par rapport à Moussa Mara? Oui, alors ça c'est quand même très important. Ça veut dire que l'histoire de Kidal reste à travers la gorge de plusieurs personnes. Je pense que les investigations poussées vont démontrer deux choses. Qui est responsable, qui n'est pas responsable. En l'état actuel des choses, il y a trois personnalités dont on parle. Je pense que il y a des témoins, d'après ce que j'ai appris, il y a des témoins qui n'ont pas parlé jusqu'à présent, qui souhaitaient parler. Il y a des écrits qui vont être révélés probablement, et on verra ce que ça va donner. Ce qu'il ne faut pas, en revanche, faire, il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de s'acharner politiquement sur un homme qui est en train de faire ses preuves sur le plan électoral. Il faut que la vérité, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Il faut qu'on sache clairement ce qui s'est passé. Et ensuite, il faut prendre la décision idoine pour que les Maliens apprécient franchement une décision prise en toute responsabilité, mais sans idée de revanche. Daniel, qu'on va libérer pour que vous ne ratiez pas votre vol. Merci en tout cas. Voilà, Chana Taku, ensuite Baba Dakono. Monsieur Tangara, Moussa Mara avait informé l'Assemblée nationale de sa volonté d'aller à Kidal lors de la présentation de sa déclaration de politique générale. 1. 2. Moussa Mara a informé le gouvernement, en première ligne le président de la République, de sa volonté d'aller à Kidal. Le peuple malien à l'époque avait applaudi l'attitude de Moussa Mara. Tout le monde était d'accord pour que Moussa Mara aille à Kidal. L'Assemblée nationale, le gouvernement, le président de la République et nous autres, tout le monde était d'accord. Le peuple. Tout le monde était d'accord. C'est Chana qui le dit. Hein. Oui, j'ai dit oui. Tout le monde était d'accord. Quel est le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il a pris un risque. Dans la vie ou dans la gestion, souvent on prend des risques. Mais le risque a été malheureux pour lui. C'est ça le problème. Si ce risque-là avait marché, on serait ailleurs. On ne parlerait pas de Moussa Mara de cette manière aujourd'hui. Il avait pris le risque. Lui-même a risqué sa vie dans cette situation. Au lieu de vouloir. Non. Les gens qui ont tué les préfets et autres là, ce n'est pas la partie malienne, ce n'est pas Moussa Mara et sa délégation. Ce sont les terroristes. Les gens qui occupent aujourd'hui Kidal avec lesquels le gouvernement continue de négocier. C'est eux qui ont tué les préfets. Et non Moussa Mara. Moussa Mara, premier ministre du Mali, était en droit quand même d'aller sur une partie du territoire malien, sur une partie du territoire malien que l'ONU même nous reconnaît comme étant partie intégrante du territoire malien. On va donner la parole à Baba Dakono, mais quand même les récriminations à l'encontre de Mara, c'était que sur une antenne, on a engagé le Mali en guerre. Peut-être c'était au niveau de l'Assemblée nationale. On parle. Non, Chana, vous n'allez pas monopoliser les paroles. Vous n'êtes pas le seul sur le plateau. On parle également de l'impréparation de la troupe, des forces armées et de défense. Ça, ce sont les récriminations. On ne peut pas également les mettre de côté. Je pense qu'il y a ça, mais pour rejoindre un peu ce que Adam disait tout à l'heure, c'est que l'impression, c'est qu'on fait c'est les deux, c'est le procès du 17 et du 21. En fait, je pense que ça doit être aussi l'occasion de clarifier cette question, parce que dans la Constitution aujourd'hui au Mali, c'est qui autorise la guerre, étant donné que dans la Constitution, c'est le Premier ministre qui dispose de l'administration et de l'armée. C'est lui qui conduit la mise en œuvre de la déclaration de politique générale qu'il a fait voter par l'Assemblée, et il dispose
pour l'exécution de cette politique générale et de l'armée et de l'administration. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à ce qu'Adam disait tout à l'heure, c'est que c'était une enquête parlementaire. Maintenant, on demande l'ouverture d'une information judiciaire. C'est vrai que tout ça a pris beaucoup de temps et le timing... judiciaire n'a pas été dit. Chana, vous le laissez terminer. Non, c'est pour préciser. Non, non. On n'a pas demandé une information, on dit de faire la lumière. Vous allez le terminer. Chana, laisse-le terminer. Justement, je suppose qu'il a lu les conclusions de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une information judiciaire. En fait, et justement, pour terminer rapidement, on aurait pu éviter, par rapport à cette question de timing, on aurait pu éviter tout ce débat de est-ce qu'on s'acharne aujourd'hui contre un homme politique si on avait pris compte de ce calendrier, notamment politique, dans notre pays. Ok, voilà. Dernier thème de l'émission, on me signale qu'on a 10 minutes, hein, on était allé au-delà du temps imparti, 10 minutes pour parler de cet autre point de l'actualité. Y a-t-il, oui ou non, un accord entre le Mali et l'Union européenne sur la réadmission des compatriotes en situation irrégulière? Non, non et encore non, répond le ministre Abdoulaye Diop. C'était ce matin au centre Djenné à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Abdoulaye Diop que nous écoutons ici. Le Mali n'a pas signé d'accord de réadmission avec l'Union européenne. Je le dis et je le répète de façon catégorique que le Mali n'a pas signé d'accord de réadmission ou de retour des migrants maliens dans les pays européens. Et ceux qui, de façon précipitée, pour des intentions inavouées, ont voulu faire croire que le Mali avait signé des accords de réadmission, d'ailleurs premier du type avec un pays africain, balancés partout, se sont ravisés pour faire un message officiel adressé au gouvernement du Mali pour dire qu'il n'en était rien. Et cela a été possible parce que le gouvernement a demandé que ceci était inacceptable, qu'il fallait fixer. Nous ne pouvons pas aller dans la manipulation sur un sujet aussi sensible. Ceux qui l'ont fait ont certainement leurs raisons, mais il n'y a pas eu d'accord signé. Et ça, c'est un fait. Ce qui est dans ce document dit communiqué, il s'agit d'un document comme un procès verbal qui consigne les sujets en discussion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réadmission, le retour, le développement des zones de départ, mais aussi la question de mobilité, parce que nous avons dit aussi à nos partenaires, on ne peut pas parler, même de dire qu'on veut même faire retourner les gens, ou on veut lutter contre la migration, si vous ne permettez pas aux gens d'aller aussi et de venir. Il faut assouplir les conditions de visa. Il faut donner des visas de longue durée aux gens. Il faut donner des visas aux travailleurs, aux intellectuels, à toutes les catégories de personnes qui peuvent aller et venir. Et là maintenant, à ce que nous puissions manipuler la nature d'un certain nombre de documents et les présenter pour ceux qui ne sont pas. Bon, je me demande s'il n'y a pas une volonté de mettre le feu à ce pays. Voilà, Chana Takiou, est-ce qu'il y a une volonté de vouloir mettre du feu à ce pays-là? On peut le penser, parce que c'est très méchant. C'est le réseau Facebook qui s'est enflammé. Après, j'ai écouté les radios privées, ceux qui disent les insultes, les insanités par rapport à ça. Alors qu'il suffit seulement de vérifier, de récupérer. Malheureusement, la presse se fait complice de cette situation. Au lieu que la presse manipule Facebook, c'est Facebook qui manipule la presse. Si la presse apprend quelque chose sur Facebook, c'est le début. C'est un attaque. Non, attends, on va se mettre d'accord sur une chose. On ne peut pas dire que c'est uniquement les réseaux sociaux. Il y a un parti. Il y a un parti qui s'appelle Sadi, qui a fait un communiqué pour demander au gouvernement de s'expliquer. Je vais revenir sur tout ça. Il y a une autre partie. Non, laissez-moi. Non, il faut qu'on soit d'accord sur le minimum. Il y a une autre partie qui s'appelle l'ADEMA PSG qui a fait une sortie pareille, un communiqué. Un autre parti, Sénas Fassouere. Un autre parti, Faran Kaouli, dont le président Modibo Sidibé, lors de la convention du parti, a également demandé au gouvernement de s'expliquer. On ne peut pas remettre tout cela sur Facebook exclusivement. C'est une question d'actualité nationale. Ce n'est pas que sur Facebook. Donc tu me réponds. Non, Adam, j'ai la parole. Je vais terminer, tu vas parler tout à l'heure. Sur la partie Facebook, Chana, quand même, accepte d'apprendre
que tout est parti d'un tweet du ministre néerlandais des Affaires étrangères. C'est le ministre néerlandais des Affaires étrangères que le Mali vient de signer. Si quelqu'un veut mettre le feu au Mali, ce n'est pas les réseaux Facebook, ce n'est pas le Malien, c'est le ministre néerlandais des Affaires étrangères, parce que tout est parti de lui, et ensuite ça a été repris. Il n'a pas dit dans les termes que le Facebook a repris, ou les radios privées en ouvrant les antennes pour insulter les uns et les autres. D'accord. Est-ce que tu vois, je parle de ça. Donc je vais terminer. C'est pour te dire, il dit qui veut mettre, veut mettre le feu au Mali. Absolument, il y a des gens qui veulent mettre le feu parce qu'ils spéculent sur une information infondée, sur quelque chose qui n'est pas réel. Le ministre vient de le dire. Et des partis politiques, vous l'avez dit également, se sont laissés dans cette manipulation. Non, du respect pour ces partis politiques. Quel respect? On parle d'information. L'information, le ministre, la voix officielle, le ministre des Affaires, il dit que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il dit que ce n'est pas vrai. Et l'opposition vient de poser même une motion de censure sur la table du gouvernement. Entre autres, il y a cette question-là également. Mais personne n'a le monopole Tu es de la presse ou non? Personne n'a le monopole de la vérité. Non, pas monopole de la vérité. Le monopole, c'est la voix officielle. Il dit que c'est faux. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve du contraire que c'est vrai? D'accord, Adam Cham, ensuite Baba. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve que c'est vrai? On va parler un à un. D'accord. C'est une affaire très regrettable, même grave. Tout est parti de Bert Koenders, qui était là non pas en tant que ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, mais en tant que dépêché par la représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères. Donc c'est à ce nom-là, c'est pour cette raison qu'il était là. Et attention, le 12 novembre, au sommet de la Valette, mais souvenez-vous, et puis regardez, faites circuler, essayez de voir les sites, y compris le site d'un Malien de l'extérieur. Le 12 novembre, à la Valette, les communiqués de l'Union européenne étaient très clairs. Et le plan d'action et la déclaration politique du sommet de la Valette a été validé par tous les chefs d'État, y compris Macky Sall, qui nous donne l'impression qu'il ne l'a pas fait. D'ailleurs, l'Éthiopie a signé tout de suite sur place. Mais l'Éthiopie n'a pas de compte à rendre à son pays. Après avoir paraphé ça, tu n'as plus besoin de traité ou d'accord. Si les communiqués suffisent. Les communiqués suffisent et c'est de ça qu'il est question. Donc ça ne se gère pas avec passion. Ça ne se gère pas avec passion. Je pense que la question de la migration, qu'on le veuille ou non, nous rattrapera un jour, parce que c'est pas possible de s'imposer longtemps à des gens qui ne veulent pas que tu sois là. Moi, je suis malheureux qu'on ouvre la porte aux Syriens et qu'on nous chasse, mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas de nous. La réalité, c'est qu'on veut d'une immigration professionnelle. Nous avons toutes les raisons, effectivement, à mon avis, d'inclure dans notre stratégie une capacité à répondre aux secteurs qui, en Europe et aux États-Unis, demandent de la main-d'œuvre, comme l'Éthiopie le fait. Est-ce qu'il faudrait aller dans des querelles par rapport à l'ordonnancement diplomatique, l'intitulé du document, si c'est une note verbale ou un communiqué conjoint? Peut-être le texte, le contenu suffit, l'esprit du texte suffit pour se faire une idée. Est-ce que oui ou non, il y a une clause qui envisage le rapatriement des Maliens en situation irrégulière? Peut-être c'est un peu ça la question. Tout le reste, le problème d'entête, d'accord, de note verbale ou de communiqué conjoint, ça nous dévie de l'essentiel peut-être. Ouais, un communiqué quand même dont toutes les pages ont été paraphées et signées en bas. Donc, est-ce que c'est un accord? Non, ce n'est pas un accord. Mais est-ce que c'est de nul effet? Non, ce n'est pas de nul effet. Ça a bien son effet juridique dans les relations du Mali avec l'Union européenne. Maintenant, comme vous le dites, je suis parfaitement d'accord que le fond doit être plus important dans ce débat que le fond. Parce qu'on parle déjà de ce document, de ces communiqués, qu'on va aboutir à une feuille de route. Et les éléments qui sont dans la feuille de route, la réadmission est bien écrit là-dedans, noir sur blanc, sur un encre, et on peut le lire et on peut comprendre ce que c'est que réadmission. Et même, il y a des dispositifs là-dedans
pour le retour des personnes en situation irrégulière, où le pays Mali va participer, va envoyer des gens pour aider à l'identification de ces personnes en situation irrégulière. Donc par rapport à la portée juridique, on peut longtemps épiloguer là-dessus, mais ça, ce sont des questions qui existent bien là-dedans, dont on peut, qui sont accessibles à tout le monde, qui peuvent comprendre français. Je pense que même avant Bert Konder, il y a eu un article de L'Orient le Jour, un journal libanais qui dit oui, le Mali a signé les accords de réadmission. Et Bert a fait un tweet après. Mais depuis ce jour, le ministre des Affaires étrangères, effectivement, s'est chiné. Il a fait des tweets, mais personne ne veut le croire. Je pense que, oui, le communiqué conjoint ne peut pas être un accord de réadmission. C'est vrai, les Français veulent peut-être mettre la forme, mais tous les jours, les Maliens sont renvoyés. Mais le communiqué, c'est sur le flux migratoire. Hein. Oui, le communiqué, c'est sur le flux migratoire, mais le communiqué dit qu'il y aura, disons, un processus. C'est le point 5 du plan d'action du sommet de la vallée. Qui est accepté par tout le monde. Il y a un texte qui existe, réadmission, tout ça existe. Personne ne conteste l'existence de ce texte-là. Mais le Mali, par la voie officielle, dit qu'il n'a pas signé le texte. Qu'est-ce que vous voulez encore? On dit que le Mali n'a pas signé le texte. L'Assemblée nationale lui-même a une session spéciale le mardi sur cette situation-là, tellement que ça prend de l'ampleur. Adam, tu me laisses parler, je te coupe. Non, comment j'ai tu vois, Alassane, Adam Chama a largement parlé. Je veux dire, non, tu me laisses aussi parler. Terminer rapidement. On ne me laisse pas terminer. Adam, souffrez, Adam, que moi aussi je dise vraiment mon opinion qui est contraire à la vôtre. Je veux dire simplement que la passion. C'est pas la passion. Tout le monde sait que c'est comme ça que je parle. À manquer de temps. Pour sortir de là, on va le laisser peut-être rapide. On vous donne 30 secondes ensuite. C'est pour vous dire que j'ai dit l'affaire vraiment c'est enflé à telle enseigne que même l'Assemblée nationale a décidé mardi d'en consacrer une session spéciale avec le gouvernement. L'opposition aussi a déposé une motion de censure, entre autres éléments de motion de censure, il y a cette situation. C'est pour vous dire que c'est un cas très important qui tient à cœur les Maliens. Mais encore une fois de plus, la voix officielle dit que le Mali n'a pas signé. Le Mali n'a pas signé. Ok. Moi, je me tiens à ça. C'est ce que ça va me valoir. Hein. Mais je vous assure que le temps est arrivé, que nous nous mettions ensemble et que nous sachions quelle doctrine de l'immigration nous allons avoir. Parce que imaginez ces 100 000 Africains diplômés qui sont absorbés par l'OCDE chaque année. Imaginez, il y a plus de médecins malawites à Manchester que dans tout le Malawi réunis. Imaginez, les États-Unis auront besoin d'à peu près 800 000 personnels médicaux dans la dizaine d'années qui vont suivre. Il y a 400 secteurs en tension en Europe, c'est-à-dire des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre. Tout ce qui manque, c'est que nous ne sommes pas effectivement aujourd'hui en position de répondre à la nature de la demande. Et c'est sur ça que doit être basée notre politique d'immigration. Mais qu'on le veuille ou non, cette question de l'accord, des trucs, ça nous rattrapera, ce sera signé. Ok, on avait laissé partir Serge. On me dit qu'il revient pour réagir rapidement à cette question sur la migration. Rapidement, je ne sais pas si on l'a, Serge, Daniel, oui, par rapport à la migration. Le gouvernement malien s'est toujours mal défendu. D'abord, le premier communiqué du gouvernement accusait un journal espagnol d'être à l'origine de la diffusion de l'information. Mais non, c'est l'Union européenne qui a fait un communiqué. Donc c'est à l'Union européenne, dès le départ, qu'il fallait adresser la correspondance. Dès le départ, c'est à l'Union européenne qu'il fallait adresser la correspondance. L'Union européenne aurait rectifié tout de suite, on n'en reparlerait plus. Donc, le problème, c'est que le gouvernement malien ne savait même pas l'origine de l'information. L'information, c'était l'Union européenne. Celui ensuite des tweets ont demandé à l'Union européenne, en fait, de quoi s'agit-il? La France, le Mali a toujours refusé une chose à la France, ce sont les accords de réadmission. Les accords de réadmission, disons les choses clairement, c'est-à-dire la facilitation, par exemple, à un pays comme la France ou un pays européen, de rapatrier, d'expulser un citoyen malien qui est en situation irrégulière. Le Mali a toujours refusé cela, par exemple, à la France. Et le sentiment des Maliens aujourd'hui, c'est que ce que le Mali refuse à la France, le Mali l'accorde à tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que, ouais, c'est pour ça, ça suscite
qu'il n'en est pas question. C'est un accord de principe, c'est-à-dire c'est une discussion. On n'avait même pas besoin dans un communiqué conjoint, on n'avait pas besoin de spécifier que nous avons discuté de cela et que nous avons engagé des discussions. Il n'y a pas engagé des discussions sur ce point-là. Donc c'est ça, là c'était une erreur de communication et le gouvernement fait tout pour se racheter et pour le moment c'est difficile de se racheter. Le gouvernement n'a pas signé un accord de réadmission avec l'Union européenne, mais en allant s'asseoir sur la même table qu'un représentant de l'Union européenne sur ces affaires notamment, le gouvernement malien, à mon avis, s'est fait piéger et d'après ce que j'ai appris, il pourrait avoir très rapidement des sanctions. Voilà, Adam parlait de l'aspect africain tout de suite. On avait parlé du Sénégal et de Macky Sall. Est-ce que le Sénégal a changé de position? Apparemment, oui. Le président Macky Sall, que nous écoutons très rapidement, avant de revenir pour un dernier tour de table sur la question. En ce qui concerne la réadmission, je pense que l'Europe insiste beaucoup trop sur cet aspect, parce que peut-être ce sont les opinions publiques, mais cette question est déjà traitée par les accords qui nous lient. Déjà entre l'Union européenne et les pays africains, nous avons à travers l'accord de Cotonou, dans son article 13, des conditions très précises pour la réadmission, nous nous en limitons à cela. Bien sûr, l'Europe veut insister, mais je crois qu'il y a quand même une question de fond, une question philosophique. On ne peut pas insister à réadmettre les Africains chez eux pendant qu'aussi on parle d'accepter les Syriens et les autres. C'est un traitement différencié que nous condamnons, tout simplement. Mais parce que c'est discriminatoire. Il n'est pas logique de dire que ceux qui ont déjà réussi, malgré contre vents et marées, au péril de leur vie, qui sont là, on ne parle que de leur réadmission, leur retour en Afrique, pendant que l'Europe s'ouvre à d'autres. Comment vous appelez cela? C'est une question. Non, les Africains ne sont pas du tout aussi nombreux qu'on le présente. Ça aussi, ce n'est pas la vérité des chiffres. Il y a une surconcentration sur l'immigration africaine qui n'est pas la plus importante. Je suis désolé de le dire. Voilà, justement sur cette question, le ministre malien des Affaires étrangères qui anime un point de presse demain à midi à Koulouba, au siège donc du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Un dernier tour de table avant de conclure définitivement l'émission Chana Takiou par rapport à cette question. Elle est sensible, à chaque fois qu'on parle de migration au Mali. La question, elle est vraiment sensible. Très sensible, parce que les Maliens de l'extérieur sont importants pour le Mali. Les Maliens de l'extérieur peut-être font rentrer des milliards que l'aide au développement n'octroie pas au Mali. Les Maliens de l'extérieur construisent des routes. C'est 11% du PIB, selon des chiffres officiels. Ils construisent des routes, ils construisent des centres de santé, ils construisent des écoles. Ils sont importants pour notre économie, ils sont importants pour la société, ils sont importants pour les parents restés sur place. Mais vous avez écouté le président sénégalais? Il dit que l'accord de Cotonou, ça date de quand? Combien est révisé, même 10 ans, 5 ans? Certainement, les dispositions de l'accord de Cotonou n'arrangent pas l'Union européenne et la France. Aujourd'hui, ils veulent un accord entre eux et les différents partis. Que les pays africains refusent, ils leur disent de se choisir à l'accord de Cotonou, ça suffit. D'accord, Baba Dakonou, il faut peut-être une réponse commune africaine. Si on y va seul, individuellement, il peut y avoir des failles peut-être. Je pense que surtout, il faut rappeler quand on parle de cette question d'immigration, je rejoins Adam sur le fait qu'on doit avoir réfléchi sur cette question, avoir notre propre politique en la matière, peut-être commune. Mais également rappeler que l'immigration vers l'Europe, en ce qui concerne les Maliens, c'est moins de 20% de tous ceux qui partent. La majeure partie reste en Afrique. Donc développer cette mobilité régionale quand on parle de CEDEAO, mais également avec d'autres pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Est. Je pense qu'elle est très importante. Et je crois, pour finir avec ce point et en lien avec ce communiqué conjoint, c'est qu'il est très important. Tout ça arrive parce que notamment, le gouvernement malien semble ne pas avoir dégagé une ligne claire par rapport à ce qu'elle veut. Oui, quand même une ligne claire est dégagée depuis longtemps, en ce sens que la position, depuis que cette question des accords de réadmission, qui date de plus de 10 ans maintenant, est posée, la position du gouvernement malien de tout temps a été de dire: vous avez le droit de prendre des décisions chez vous, mais ne nous y associez, ne nous imposez pas ou ne nous rendez pas complices. Vous pouvez
décidé chez vous de ne pas recevoir, mais ne peut pas nous dire de venir vous aider à expulser nos ressortissants. Je pense que oui, ce n'est pas signé. Des dispositions existent peut-être déjà qui peuvent permettre ces réadmissions. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Oui, Adam, c'est un carton jaune, un avertissement au cas où le gouvernement voudrait finaliser ce document sur la réadmission. Avec tous les tollés, c'est peut-être un avertissement. Oui, un avertissement, mais nourri par beaucoup d'ignorance. La première ignorance, c'est lorsqu'on s'assoit pour dire, voilà, l'amende des Maliens de l'étranger, c'est ça. 75% des transferts financiers des Maliens en Europe viennent de ceux qui sont déjà en situation régulière. La question, c'est qu'il ne faut pas que ceux qui sont en situation irrégulière dérangent le dispositif. Ça, c'est important. L'autre chose, c'est que nous n'avons pas de doctrine africaine de l'immigration. Ça aurait permis de prendre en charge cette question, parce que ce que nous avons vu à La Valette, c'est 30 chefs d'État en train de rencontrer, par exemple, le président du Conseil de l'Union européenne. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est au-delà de la passion, il va falloir qu'un jour on s'asseye. Un jour qu'on s'asseye pour savoir qu'est-ce qu'on veut tirer effectivement de notre immigration, avec qui, comment et pourquoi, parce que les autres ne nous attendront pas. Voilà, rappelez encore une fois cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères du Mali demain à 12h à Koulouba, au siège du département, une conférence de presse qui sera animée par Abdoulaye Diop. Merci d'avoir suivi ce numéro du débat du dimanche qui est allé au-delà du temps imparti exceptionnellement. Nos invités étaient Adam Cham de Le Républicain, Alexis Kalambri de Les Échos, Chahana Takiou de 22 septembre et Baba Dakono, juriste chercheur. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.